Je passe maintenant la parole pour avancer la réunion à Hervé Fernandez qui n'est pas à présenter sur le sujet suivant. Quels fibromes peuvent ou doivent être traités par hystéroscopie? Merci, donc merci de m'avoir donné la parole et donc on va revenir aux indications là, de l'hystéroscopie qui est bien sûr un élément tout à fait important dans la prise en charge des fibromes. Et quand on prend les symptômes multiples liés aux fibromes, fatigue, troubles urodigestifs, hémorragie génitale, anémie, infertilité, et les fibromes intracavitaires font partie de l'infertilité, et ces fibromes intracavitaires vont faire partie de ce qu'on a tendance à appeler maintenant la précarité menstruelle, c'est-à-dire en fait ces femmes qui ont une altération majeure de leur qualité de vie liée à des séquences de saignement au moment de leurs règles extrêmement importantes. Sur une étude qu'on a faite avec la Ipsos, on a montré que le fibrome impacte de façon modérée à très importante la vie de 2/3 des patientes, basée sur des scores de qualité de vie, et ça bien évidemment sur les femmes qui ont des fibromes symptomatiques entre 30 et 55 ans, c'est-à-dire 10% de cette population. Donc c'est une vraie pathologie de santé publique. Telle que l'a rappelé Nathalie précédemment, la classification des fibromes a été faite par la FIGO et Malcolm Monroe en 2011, avec comme type de fibromes, les fibromes qui peuvent entraîner des saignements, c'est ceux qui sont en rouge sur ce schéma, donc bien sûr 0, 1 ou 2, ceux qui seront accessibles à l'hystéroscopie, et il peut y avoir en fait des fibromes qui vont un petit peu déborder sur la cavité, qu'on va appeler soit 2,5, soit 3, qui sont très proches de l'endomètre, et puis vous avez les fibromes qui ne correspondent pas à mon propos de ma présentation, mais qui seront discutés par mes collègues tout à l'heure. Globalement, je profite de cette présentation pour dire qu'il y a des choses qu'il faut mettre dans les livres d'histoire de la médecine. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'hyperménorrhée, d'hypoménorrhée, de ménorrhagie, de métroragie, etc. C'est fini. Il y a une classification qui s'appelle la classification Palm-Cohen, faite aussi par la FIGO en 2011. Palm, c'est ce qui est organique. Alors, c'est un acronyme anglo-saxon, donc il n'y a pas de traduction. P, c'est polype, A, adénomiose, L, léiomiome, M, malignancy, donc cancer. Et Cohen, c'est tout ce qui est fonctionnel. Donc, là, on va parler, par exemple, comme on peut voir ici, quand il y a des fibromes, et bien dans la classification Palm-Cohen, ça va être L1, qui correspond à ces fibromes intracavitaires. Donc c'est juste pour parler moderne. Et puis comment on arrive au diagnostic? Eh bien, globalement, l'examen majeur pour faire une cartographie des fibromes quand il y a moins de 5 fibromes, eh bien c'est l'écho 3D en coupe frontale ou coupe coronale, puisque c'est la même chose, qui vont vous permettre de voir la liaison entre le fibrome et la cavité pour voir ceux qui vont être accessibles par l'hystéroscopie. Et donc cet examen est important et il peut être facilité par la réalisation dans le même temps d'une échosonographie où on va injecter 3-5 ml de sérum dans la cavité et qui vont pouvoir vous optimiser les images intracavitaires. Donc pour un fibrome type 0 qui est totalement dans la cavité, pour un fibrome type 1 dont le plus grand diamètre est dans la cavité, et pour un fibrome type 2 dont le plus grand diamètre est dans la paroi, avec un petit relief intracavitaire. Et vous voyez l'intérêt diagnostique de l'échosono pour vous majorer l'imagerie pour savoir où le chirurgien va aller, car ce sont des patients qui sont quasiment toujours à opérer, il n'y a pas de traitement médical. Alors, le nouveau paradigme pour les chirurgiens, c'est qu'il n'y a plus de définition d'une femme jeune, puisque tel que je l'ai dit en introduction, de plus en plus tardivement, les patients vont souhaiter conserver leur possibilité de grossesse, et dès qu'on est sur le traitement d'un fibrome intracavitaire, eh bien, il va falloir le traiter, qu'elle ait 35 ans, 40 ans, 48 ans, à partir du moment où son souhait c'est « je veux aller jusqu'au don de diamètre », eh bien, on a les moyens de pouvoir les traiter.
Alors la chirurgie endo-utérine, telle que je vais parler, a subi une révolution depuis 10 ans avec l'apparition de nouvelles techniques et de nouveaux réceptoscopes de petit diamètre, de 18 charrières, donc 6 mm, qui vont faciliter un certain nombre de chirurgies en évitant de dilater les cols. Et en plus, je reprécise que avoir une cavité utérine normale, c'est un préalable incontournable avant l'indication d'une assistance médicale à la procréation, que ce soit avec les ovocytes de la patiente ou que ce soit par l'intérêt d'un don de gamètes. Donc pour revenir à ces fibromes sous-muqueux qu'on appelle maintenant 0, 1 ou 2, eh bien ils sont quasiment toujours symptomatiques parce qu'ils saignent. Le traitement médical est, comme vous l'avez dit Nathalie, totalement illogique, si ce n'est que ce traitement médical peut réduire le volume, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Et la technique, eh bien ça va être une technique avec une chirurgie hystéroscopique qui doit être faite quasi exclusivement avec du courant bipolaire, donc le TUR syndrome qu'on a tous appris, décrit par les urologues dans les résections de prostate, eh bien on n'est pas obligé de l'avoir parce qu'on n'utilise pas du clipotol et du sérum physiologique. Classiquement, il faut avoir une distance de sécurité entre le fond du fibrome et la séreuse utérine qui doit être supérieure à 5 mm, mais on peut faire ces chirurgies sous contrôle écho, je vais vous montrer un film tout à l'heure. Et puis, la préoccupation de toute cette chirurgie, c'est de redonner une cavité utérine sans synéchie, et donc il faudra vérifier qu'il n'y a pas de synéchie après, ou faire de la prévention. Donc, petit diamètre des scopes, avec possibilité d'une instrumentation qui peut être adaptée. L'hystéroscopie diagnostique qui permet de loquer du fibrome. Enfin bon, peu importe. Et de définir et là, vous allez voir sur l'écran de gauche l'utilisation de vaporiser le fibrome, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle partout. Je vais partager une vidéo qui va Non, c'est bon, ça va aller. Parfois, on est en difficulté pour bien mettre en évidence ce fibrome. Et pour ça, eh bien, on va pouvoir, au début de l'intervention, la cavité utérine semble vide. Parfois, donc, au début de l'intervention, on va injecter 10 unités de cytosine, de syntocinon. On demande à l'anesthésiste de le faire. On va revenir au film précédent. Si c'est possible. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous voyez, on rentre dans une cavité utérine où on a l'impression qu'il n'y a pas de fibrome, alors que l'écho vous avez donné l'impression qu'il y avait un fibrome. Vous demandez à votre collègue anesthésiste de faire une injection de 10 unités de syntocinon par voie intraveineuse directe, et là, ce film, il est quasiment en temps direct. Et vous allez voir arriver dans la cavité utérine un fibrome qui va bomber dans la cavité utérine et qui va vous rendre l'accès hystéroscopique tout à fait possible. Donc là, vous voyez que le cytosine, bien qu'il n'y a pas de récepteur soi-disant, eh bien, ils existent parce qu'en fait, il y a une assimilation avec les récepteurs de l'ADH qui sont dans le myomètre, et vous voyez arriver le fibrome dans la cavité utérine qui va être accès à l'hystéroscopie. Donc pour les fibromes type 2 ou type 3 symptomatiques, parce qu'on opère bien sûr que des patients symptomatiques, ce type de prise en charge est tout à fait important. Alors il y a aussi l'utilisation des mini-réceptoscopes où on évite toutes les complications liées à la dilatation. Pas de lacération du col, pas de faux trajet, tout simplement parce que la quasi-totalité des cols permettent d'introduire un hystéroscope de 18 charrières, donc de 6 mm. L'autre intérêt de ces techniques, c'est qu'on va utiliser des petits copeaux. Et là, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais quand on a des gros copeaux, eh bien, on va plus vite. Non, on ne va pas plus vite parce que les petits copeaux se mettent sur le fond de la cavité et vous ne passez pas votre temps à retirer les copeaux pour retirer ce fibrome. Parce qu'on a des petites anses qui font 2 mm, et ceux-ci, même pour des gros fibromes, eh bien, vont vous faciliter la technique opératoire, telle que vous le voyez sur ce film. Donc, petit réceptoscope, et quelle que soit la localisation, là c'est un fibrome type 1, eh bien, vous avez un accès tout à fait facile. Nous allons vous présenter dans cette vidéo les différentes techniques et alternatives de résection hystéroscopique de Voilà. Là, c'est les différentes techniques pour faire la résection. Donc, on part sur une résection type classique, celle que tout le monde connaît, où on va utiliser un réceptoscope de... donc là, vous voyez, c'était un fibrome type 1, où là, on va utiliser un hystéroscope classique. On a dilaté jusqu'à la bougie numéro 9, on est en électrochirurgie bipolaire, et donc on fait une résection classique avec les gros copeaux dont je vous parlais tout à l'heure. Et surtout,
c'est la prévention pour éviter les synéchies. On s'intéresse bien sûr aux fibromes. Ensuite, on va changer de technique. Où là, c'est une petite astuce où on pouvait utiliser les rollerballs pour vaporiser. Ensuite, il y a les mini-réceptoscopes, tel que je viens de vous montrer un film. On va voir un autre ici. Donc, comme je vais montrer, je passe pour aller plus vite. Et on va changer de technique. Et ça, c'est des systèmes où on va utiliser de l'énergie mécanique, c'est-à-dire pas d'énergie. On va utiliser pince et ciseaux. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va utiliser des instruments comme en microcélioscopie de 3 mm. Donc on va avoir des gros ciseaux, des grosses pinces, et sur des fibromes qui peuvent faire 5-6 cm intracavitaires, on va pouvoir les opérer par cette technique, et vous voyez que sans énergie, avec la pression que vous mettez dans la cavité utérine, en général on opère entre 75 et 100 mm de mercure par la pression de sérum-phi, et bien vous coupez des gros morceaux, et en coupant des gros morceaux, ensuite avec votre pince, vous allez pouvoir de cette façon retirer beaucoup plus facilement. Ça, c'est des nouvelles techniques qui vont se répandre et qui vont pour ces fibromes de gros volume ou parfois sur des fibromes calcifiés où on ne peut pas faire une résection électrique, et bien nous permettre d'avoir cette chirurgie. Et puis la dernière technique que vous allez voir, c'est la morcellation. Il existe 3 techniques de morcellation sur le territoire, peu importe, où le principe c'est que vous appuyez, alors on est aussi en énergie mécanique, c'est un petit peu comme les dents d'un lapin sur une carotte, et en fait on appuie sur le fibrome et vous voyez comment c'est morcelé de manière excessivement rapide. Alors ça c'est uniquement valable pour les fibromes qui sont intracavitaires, car on opère avec des optiques de 0 degré, alors que tout le reste de la chirurgie est en optique de 12 degrés ou de 30 degrés, mais plutôt de 12. Mais c'est relativement efficace, ça ne saigne pas, et surtout, ça respecte la muqueuse autour, car notre préoccupation, c'est d'éviter des lésions sur l'endomètre à côté, de façon à éviter des synéchies. Alors parfois, avec les fibromes, vous avez des pathologies associées qui peuvent interférer avec la fertilité, comme ces hypertrophies de l'endomètre que l'on voit sur cette écho 3D, là un fibrome tel que vous voyez, ou des polypes associés, ou de l'adénomiose associée. Alors sur ce type d'adénomiose, là, l'hystéroscopie n'est pas apte à la prendre en charge, mais parfois on a des kystes adénomiosiques qui nous permettent d'être efficaces pour cette prise en charge. Alors est-ce qu'il y a l'intérêt d'un traitement préopératoire? Eh bien l'ETABI, qui depuis une vingtaine d'années fait des Cochrane sur le fibrome, avait montré qu'on pouvait utiliser des agonistes. Jacques Denez avait montré, comme Nathalie vous l'a montré, l'intérêt des SPRM. Ceux-ci, on ne peut pas les utiliser, mais globalement, on va réduire le volume d'environ 30%. Alors je rappelle que le volume, c'est bien 4 tiers de pi recul, ce n'est pas le diamètre. Il faut rester simple, mais c'est une vraie réduction. Lorsqu'on a une réduction de diamètre d'1 centimètre, eh bien on a une réduction qui est plus de 30%, et ceci nous fait gagner du temps en chirurgie hystéroscopique. Et puis surtout, ne jamais oublier que quand on fait un traitement préopératoire qui est indiqué également pour corriger l'anémie, c'est les patients qui saignent, et qu'il ne faut pas opérer suivant les bonnes recommandations de la RAC des patientes à moins de 12 grammes d'hémoglobine, donc on peut donner un traitement préopératoire, et quand on va donner des agonistes, on peut avoir une migration des myomes, faire un contrôle au bout des 2 mois de traitement. Parce qu'on va pouvoir passer d'un fibrome type 2 à un fibrome type 3, et dans ce cas-là, il ne faudra plus l'opérer. Alors, comme on vous l'a montré, on va probablement utiliser à court terme ces nouveaux antagonistes avec la bactérothérapie, et en particulier le Relugolix, mais ça, on va attendre, c'est probablement un avenir thérapeutique. Alors, comme je vous disais, pourquoi opérer ces fibromes en hystéroscopie? C'est le traitement des saignements, c'est le traitement de l'infertilité. On sait que dans l'infertilité, les fibromes type 0, 1 ou 2 réduisent d'environ 2 tiers le taux de grossesse et le taux d'implantation, et que quand on opère ces patientes, eh bien, on va redonner en fait une cavité normale et recréer une fertilité normale. Pour les fibromes type 3, il y a une vraie discussion. Ils altèrent le taux de grossesse. Il n'y a malheureusement pas de démonstration qu'il faut les retirer pour augmenter le taux de grossesse, donc une myomectomie qu'il faut savoir limiter à certains fibromes symptomatiques. Et dans certains cas, on peut les opérer également en
en hystéroscopie. C'est là où on va utiliser les ocytocines comme je vous ai montré tout à l'heure. On va pouvoir commencer le traitement par l'utilisation d'un couteau pour inciser l'endomètre pour arriver jusqu'au fibrome. Ensuite, on va utiliser une anse de résection classique. Alors là, c'est très important d'opérer en bipolaire parce que souvent, c'est des interventions qui vont durer 1 heure parce que ce sont des fibromes qui font 3 ou 4 cm. Et je vais vous montrer l'aspect en fin d'intervention. Là, vous allez voir en fait un énorme trou qui correspondait à ce fibrome postérieur qui a été totalement resséqué jusqu'à la séreuse. Et pourquoi on a pu l'opérer jusqu'à la séreuse? Parce qu'en péropératoire, on opère sous contrôle écho pour être certain de ne pas perforer. Donc là, on voit ici les orifices tubaires. Et vous allez voir sur la dernière image le trou très profond qu'on a fait jusqu'à la séreuse. Et il faut savoir que 6 semaines après, vous avez une cavité normale, car le myomètre qui a été distendu par le fibrome se recontracte, et même dès la période péropératoire en écho, alors que vous n'avez quasiment pas de distance entre le fond du myomètre, le fond du fibrome et la séreuse, dès le péropératoire, vous voyez le myomètre qui se contracte. Alors le dernier point important, c'est la prévention des synéchies. On va pouvoir utiliser des produits anti-adhérentiels et en particulier les gels de hyalobarrière, donc de l'acide hyaluronique, qui, sur cette étude qui a été faite par une quinzaine de centres en France, on a montré la réduction de 14 à 4%, donc une vraie efficacité, et il faut vraiment préconiser l'utilisation de ces gels. L'avenir, c'est peut-être ce qui est en train de se développer avec l'utilisation de polymères, car les gels de hyalobarrière restent environ 48 heures, et les polymères qui sont en train de se créer restent environ 8 jours dans la cavité utérine, et on sait tous que la création des adhérences se fait dans la première semaine de l'agression des tissus, et d'avoir un polymère qui reste 1 semaine est sûrement un élément très important. Donc c'est un futur, on va commencer incessamment, après un essai de phase 2, des essais en plus grande population. Je vous remercie. Hubert. Oui, merci beaucoup. Donc là, tu vas parler de la prévention des synéchies. Est-ce que il y a des techniques qui exposent à moins de synéchies que d'autres? Alors, il est clair que le fait d'utiliser maintenant du bipolaire diminue probablement par 3 les conséquences par rapport au monopolaire. Alors pourquoi? C'est simple. Quand on prend un courant monopolaire, il va sortir par l'électrode, il va aller sur ce qu'on a collé sur la cuisse de la patiente comme d'habitude, et ensuite ça va revenir à l'électrode, mais sur le chemin, il y a l'endomètre qui va être en partie détruit par ce cheminement. Alors que lorsque vous prenez en fait une énergie bipolaire, c'est juste une création de bulles de vapeur sur l'extrémité de l'électrode qui ne va pas diffuser sur l'endomètre. Et c'est de cette façon qu'on a probablement moins de synéchies. Merci beaucoup Hervé de ce très bel exposé. Est-ce que toutes les malades peuvent être traitées en ambulatoire? Tous ces patients, d'ailleurs c'est une recommandation, l'hystéroscopie fait partie des actes traceurs pour la chirurgie ambulatoire. Donc elle rentre le matin, c'est en général des hospitalisations de demi-journée, qu'elles soient faites sous anesthésie loco-régionale ou sous anesthésie générale. Oui, je voudrais vraiment féliciter Hervé Fernandez parce que c'est vraiment le grand promoteur, et puis faire une remarque pour Philippe Marr, parce que je crois que c'est vraiment... je vais citer un nom d'un gars qu'on n'a jamais revu, qui a été Jean-Paul Alaise, qui était un urologue, et qui s'est dévié gynécologue, et qui a eu l'idée, c'est vrai, il faut reconnaître, ce type n'a pas fait une carrière universitaire, on ne l'a jamais très bien revu, et il a eu l'idée un jour de mettre un récepteur vésical à l'intérieur d'un utérus, et il a commencé donc la résection endo-utérine, et grâce à l'énergie de beaucoup, et dont fait partie Hervé Fernandez, ça a pu se développer. Ma remarque, elle est que c'est typiquement ce qu'adore Philippe Marr, c'est-à-dire c'est un concept médical qui progresse grâce à des outils qui sont adaptés par le concept médical, et ça c'est un des grands rôles d'Hervé, c'est-à-dire de collaborer avec les industriels et la technologie, et ça rejoint toutes nos idées sur les industriels, puisque c'est comme ça qu'il a progressé. Et puis la seule question que je voudrais te demander finalement, c'est une question très pratique, le traitement hormonal post-opératoire n'a plus aucun intérêt, ou ça peut avoir un intérêt. Deuxièmement, il n'y a plus jamais le stérilet pâte de canard qu'on mettait justement pour éviter les synéchies, correspond un peu à l'idée de mettre un silicone
il y a nos barrières de grande capacité à l'intérieur du utérus. Voilà. On a la chance d'avoir des essais thérapeutiques, placebo versus traitement médical, placebo versus dispositif intra-utérin, et aucun bénéfice à faire ceci, voire peut-être des éléments négatifs, parce qu'en fait un dispositif intra-utérin, ça crée une réaction inflammatoire qui n'est pas toujours positive tout compte fait dans la prévention des synéchies. Donc la seule chose qui est importante, qui n'est pas précisée suffisamment, c'est qu'il faut faire une hystéroscopie 4 à 6 semaines après pour être certain qu'il n'y a pas de synéchie résiduelle. Parce que ces hystéroscopies 4 à 6 semaines après là, sont faites en consultation, ne nécessitent aucune anesthésie, se font par ce qu'on appelle les techniques de vaginoscopie, c'est-à-dire qu'on ne met pas de spéculum, on ne met pas de pince et on rentre gentiment dans le col. Et habituellement, la cavité est normale, la patiente est contente. Et puis quand on va voir des synéchies type 1 ou 2, eh bien on va simplement avec l'extrémité bisotée de l'hystéroscope les faire sauter parce qu'elles sont récentes, ou éventuellement dans la même technique, on peut mettre un petit ciseau et couper ces synéchies et les régler sans repasser dans un bloc opératoire. Oui, allez-y. Vas-y. Pour avoir eu plusieurs dossiers d'expertise concernant des perforations après résection. Pour avoir eu plusieurs dossiers d'expertise concernant des perforations après résection de myome sous-muqueux intracavitaire, avec pas mal de dégâts viscéraux et vasculaires, je voudrais connaître quel est le taux de perforation que vous avez observé. Et d'autre part, est-ce qu'il y a une limite de diamètre de myome intracavitaire qu'on peut fixer? Alors, et puis peut-être, oui. Ça rejoint un peu la question, il y a une courbe d'apprentissage, ce sont des techniques qui sont difficiles à apprendre, enfin, il parle un peu de ça. Alors, toujours pareil, c'est l'expérience de l'opérateur. On va dire, les fibromes type 0 et type 1, c'est accessible à tous les chirurgiens gynécologues jusqu'à un diamètre de 3 cm. Ça ne pose pas de difficulté. Et ce que je dis, c'est qu'on peut utiliser 2 mois d'agonisme préopératoire. Il n'y a pas de honte de faire passer un fibrome de 3 cm à 2 cm parce que ça sera plus facile. En conséquence de quoi, quand la chirurgie est plus facile, les accidents qui sont décrits, qui sont extrêmement rares, parce qu'en fait, ce taux d'accident en France, il est estimé entre 5 à 15 par an. Donc, c'est pas négligeable, hein, mais il y a à peu près 10 000 hystéroscopies opératoires pour fibromes qui sont faites par an en France. Donc, quand on voit par rapport aux traitements médicaux, ce qui a très bien été discuté tout à l'heure, on interdit un médicament qui donne un accident 1 pour 100 000. Ce que j'ai dit tout à l'heure comme remarque et qui moi me choque, c'est qu'on a interdit un médicament alors que la chirurgie donne malheureusement beaucoup plus d'accidents que ces traitements médicaux. Mais la courbe d'apprentissage est importante et on va utiliser actuellement des simulateurs qui sont en train de se développer, et dans tout l'apprentissage que font maintenant les internes, ils passent par un apprentissage avec des simulateurs parce que ça aide notamment. Ensuite, pour les fibromes type 2 ou type 3, je vous l'ai montré sur les films, ça c'est clair que ce n'est pas accessible à tout le monde, il faut une large expérience, et c'est là où il faut avoir des instruments adaptés, parce qu'il faut savoir en cours d'intervention changer d'hystéroscope, changer de matériel pour se faciliter, penser qu'on a le droit d'opérer avec un contrôle échographique opératoire, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un appareil d'écho au bloc opératoire, parce que pour limiter les accidents dont vous parlez, je pense qu'un grand nombre de ces accidents sur des hystéroscopies potentiellement difficiles, c'est les gens avaient mis une sonde d'écho abdominale dessus, il suffit juste de remplir la vessie à 200 cc, on voit très bien, il faut simplement 2 mains supplémentaires bien évidemment, mais on éviterait ce genre d'accident. Par rapport au volume, le volume là aussi c'est fonction du chirurgien. Là, il ne faut pas dire je bats le record, je fais 4, 5, 6 cm. C'est sûr qu'on peut faire jusqu'à 6 cm. Et la technique que je vous ai montrée sans énergie, avec ciseaux, pinces de 3 mm, en fait, permet tout compte fait d'être beaucoup moins dangereux parce que, comme on n'a pas d'énergie, on n'a pas de courant électrique, le risque il est minime et on peut aller sur des volumes comme ça. Mais bien évidemment, là c'est l'expérience de l'opérateur par rapport aux accidents. Juste rajouter une chose sur les accidents que tu peux dire, parce que nous on a vécu la mise en place, c'est pas une chirurgie aveugle. Je crois qu'il faut définitivement faire ça et que grâce, toi tu montres très bien, tes films sont magnifiques, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment, et ça c'est ce que fait très bien Hervé, ce qu'on doit faire absolument avec les internes, c'est qu'on ne fait rien si on ne voit pas.
Parce qu'au début, on faisait des hystéroscopies, on était avec des hystéroscopes de mauvaise qualité, on était à l'œil, on était avec des bonnes caméras, etc. Je crois que c'est vraiment une règle absolue. Si on ne voit pas bien, parce que tous les accidents, c'est une perforation, à la limite, on continue à recycler une anse-grêle. Et ça, c'est évidemment dramatique, mais on ne voit plus ce qu'on fait. Et ça, je crois vraiment que si tu veux, dans l'apprentissage qu'on fait, que fait Hervé Fernandez à ses internes, etc., qui doit être fait, notamment avec les simulateurs, c'est qu'on doit tout le temps voir ce qu'on fait. Et c'est la même chose que la restriction endoscopique. Et dans la discussion qu'on a avec les industriels, là, j'ai mis au point, grâce à un industriel, ce que j'appelle l'hystéroscopie bariatrique, c'est-à-dire qu'en fait, on allonge, et ça va sortir là dans les prochaines semaines, l'hystéroscope de 15 cm, parce qu'entre l'obésité des patientes, où en fait on est bloqué par nos hystéroscopes parce qu'en fait on n'arrive pas, des fibros ou des cavités utérines de grand volume, eh bien on a besoin d'hystéroscopes plus longs, et bien on a pu, grâce au dialogue avec les industriels, en fait mettre au point, et ça va sortir dans les prochaines semaines. Arnaud Fauconnier a une question. Est-ce que tu as des données sur la qualité obstétricale des cicatrices après résection de type 3 ? Les données obstétricales, il y a des grossesses après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas ouvert le myomètre. Donc à partir du moment où on n'a pas ouvert le myomètre et que 4 à 6 semaines après, le myomètre est totalement reconstitué, parce que toutes ces patientes ont un contrôle hystéro et des go 3D après, on peut considérer que c'est, moi je trouve, le grand avantage de l'hystéroscopie pour ces myomes, parce qu'en fait on n'a pas ouvert et pas cicatrisé le myomètre qui était simplement distendu et qui s'est recontracté. Mais il n'y a pas de série avec des centaines de patientes pour ce type de fibrome pour avoir une réponse exacte. Et ta question est tout à fait valable, bien évidemment. Jacques Hubert de Nancy. Jacques, est-ce que tu nous entends ? Oui, parfaitement. Bonjour à tous. Je suis urologue. J'ai beaucoup appris dans des congrès multidisciplinaires et la qualité de chirurgie répond vraiment à ce besoin. Donc, je voulais un petit peu évoquer notre évolution sur le plan technique qui est tout à fait parallèle à la vôtre. Pour la résection endoscopique de prostate, on a fait la résection endoscopique avec le même matériel et du glycocode avec les problèmes de TURP syndrome. On est passé à la bipolaire donc avec le gros avantage de pouvoir travailler avec du sérum physiologique et faire une hémostase qui est de meilleure qualité. Et actuellement, nous sommes en train de prendre un virage, vraiment un vrai virage radical, qui est l'énucléation de l'adénome de prostate avec le laser OLED. Et je me demandais si cette technique-là n'était pas adaptable pour ces fibromes intracavitaires, de savoir si vous en avez l'expérience, si les équipes éventuellement dans le monde avaient déjà tenté ça. Dans notre spécialité, c'est véritablement une révolution. On fait l'énucléation, l'adénome tombe dans la vessie, on le morcelle, et on a un avantage d'une hémostase qui est parfaite, et d'une énucléation qui se fait dans un plan qu'on trouve très bien, et manifestement qui existe aussi entre le fibrome et le myomètre dans votre spécialité. Alors, il y a eu des essais, il y avait eu une étude qui avait été prévue avec comment ça s'appelait, le Green Light. Le green light, c'est des vaporisations. Et puis ensuite, ça a été arrêté parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une diffusion à travers le myomètre très rapide, avec un risque d'accident potentiel. Ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, puisque c'est le thème général, la file rouge des présentations de cet après-midi, il ne faut pas détruire l'endomètre à côté. Et donc la peur de ces autres énergies pour l'instant, le laser en particulier, c'est qu'on atteigne l'endomètre autour et qu'on crée des synéchies. Alors le laser recommence à être utilisé pour détruire l'endomètre dans les hémorragies fonctionnelles que je vous ai appelées les Cohen, où là il y a plusieurs dispositifs au laser qui arrivent avec des résultats qui sont très intéressants, indépendamment de leur prix, parce que là le laser est beaucoup plus cher que les techniques qu'on peut utiliser, mais je n'exclus pas que dans 3 ans, 5 ans, c'est des techniques qui vont sûrement pouvoir s'adapter sur ces traitements des fibromes. Et en tout cas, j'y crois vraiment. Et vous avez raison. On est effectivement revenu du green light, donc de la vaporisation, parce qu'on ça crée des lésions. Et ensuite, on a des brûlures. Les patients ont des symptômes qui sont irritatifs pendant très longtemps. Alors que ce laser, le laser OLED, c'est vraiment une révolution dans la spécialité. Et qui préserve toute la capsule prostatique. Et quand je vois vos images endoscopiques, ça ressemble quand même très fortement à ce que nous on fait dans la résection de prostate.
Dernière question. Dernière question, Albert Claude. Oui, mais un peu en écho à ce que vient de dire Jacques Hubert, à propos des énergies, est-ce que vous avez une expérience d'autres types d'énergie, en particulier ultrasonores, avec des ultrasons de très haute fréquence, qui peuvent être dirigés spécifiquement sur une zone endométriale sur laquelle on veut faire une destruction? Et donc, est-ce que c'est jouable? Alors, sur le rapport qu'a fait le NICE sur les ultrasons focalisés, Philippe Descamps vous en parlera tout à l'heure. Oui, je crois qu'il va en parler. Oui, il en parle à la fin. La majorité des fibromes ne sont pas des fibromes intracavitaires qui sont ciblés, ou essentiellement des types 2, pour ceux qui sont justement d'accès difficile, parce qu'en fait a été mis en balance le coût du matériel et le temps opératoire. Par contre, ce que nous, on est en train de commencer sur l'ICEN, c'est la réflexion avec la radiofréquence. Oui. La radiofréquence, en fait, sur des fibromes type 2 ou type 1 un peu gros, ça semble hyper intéressant. Et là, on est au début de notre expérience, mais c'est sûrement, en tout cas, un travail sur qu'il faut faire. Mais pour l'instant, on ne l'indique, en tout cas, dans notre réflexion, dans notre premier cas, que sur des patients qui n'ont pas de désir de grossesse, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont les conséquences sur l'endomètre, parce qu'il ne s'agit pas, pour détruire un fibrome, alors qu'on sait qu'en hystéroscopie ça marche, qu'on puisse avoir des lésions sur l'endomètre qui seraient délétères pour qu'il y ait des grossesses après. Mais cette réflexion existe. Juste un petit commentaire sur ce que vous avez dit ce que tu as dit sur l'échographie opératoire, le contrôle de ce que l'on fait. Nous, en matière endoveineuse, par exemple, on ne fait que des actes endoveineux que ce contrôle échographique. Et c'est absolument obligatoire, sinon on prend des risques. Mais l'écho doit être présent sûrement dans tous les blocs opératoires. Je crois que c'est une nécessité absolue. Merci beaucoup, Hervé Fernandez.